présence Zimobro. Et donc je vais effectivement focaliser cette intervention plutôt sur les bases de l'épigénétique, de manière à permettre à tous ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec l'épigénétique finalement suivre un maximum de profil d'intervention de la journée. Plutôt que de vous bombarder de définitions un peu théoriques, un peu peut-être abstraites, j'ai souhaité en fait introduire ces concepts de l'épigénétique sur un exemple, qui est l'exemple de l'inactivation chromosomique, que je trouve vraiment très très riche pour justement aborder ces questions. Alors je vais le faire évidemment en restant très général, puisque vous aurez tout de suite après moi une conférence qui sera vraiment focalisée sur ce thème. Et donc voilà, le but, ça sera uniquement de prendre cet exemple comme prétexte pour introduire des idées vraiment importantes. Alors, comme vous le savez, chez les mammifères, le déterminisme du sexe est avant tout chromosomique, avec des mâles XY et des femelles XX. Et ce que l'on sait depuis les travaux de Marie Lalande, au début des années 60, c'est qu'en fait, dans les cellules des femelles de mammifères, les deux X qui coexistent sont pas tout à fait dans le même état, puisque l'un de ces chromosomes X est présenté comme inactif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inactif? Ça veut dire que l'essentiel des gènes qui portent ne sont pas transcrits. Ils sont donc dans un état qu'on qualifie souvent de réprimé, silencieux, enfin peu importe. Donc pourquoi les gènes portés par ce chromosome sont-ils inactifs? Tout simplement parce que ce chromosome est dans un état extrêmement condensé et qui le fait apparaître donc, en microscopie sous la forme d'un amas d'hétérochromatine très très condensé qu'on appelle le corpuscule de Barr. Et en fait, au niveau de ce chromosome, effectivement, la chromatine est dans un état extrêmement compacté, qu'on qualifie généralement de fermé, et en fait, sous cette forme, les facteurs de transcription n'ont pas accès à l'ADN et donc ne peuvent pas induire effectivement l'expression du gène. Qu'en est-il du chromosome qu'on appelle actif? Eh bien, ce chromosome, lui, se trouve dans un état finalement qui est assez proche de celui des autres chromosomes, des autosomes donc, à savoir qu'il présente des portions plutôt relâchées, donc qui portent des gènes qui vont pouvoir être exprimés, qui sont associés à ce qu'on appelle le chromatine, qui apparaît généralement sous forme claire en cytologie, et puis d'autres régions plus condensées qui sont intégrées à l'hétérochromatine. Et donc, au niveau desquelles les gènes sont par contre en général réprimés. Alors, j'ai représenté ce chromosome X actif ici dans cet espace clair. Alors, c'est vrai qu'on sait que tous les chromosomes occupent un territoire particulier dans le noyau des cellules, mais je l'ai placé là de manière tout à fait arbitraire parce qu'en fait, ce noyau ne me permet pas, au contraire du X actif, de positionner réellement ce chromosome. Effectivement, donc, le fait d'avoir ces deux grands types de chromatine associés au chromosome X actif fait que, comme je disais à l'instant, certains des gènes sont réprimés et d'autres, au contraire, peuvent être activés dans la mesure où justement les facteurs de transcription ont accès direct à l'ADN. Alors, généralement, quand on pense à chromosome, c'est cet objet qu'on se représente à l'esprit, mais vous pourrez constater que ce chromosome, c'est un chromosome mitotique. Or, les chromosomes auxquels j'ai fait allusion sur le diapo précédent sont des chromosomes de cellules interphasiques. Alors, pourquoi la distinction est importante à faire? Parce qu'en fait, en mitose, la notion de chromosome X actif et X inactif n'a absolument aucun sens. Puisqu'en mitose, tous les chromosomes, en fait, sont inactifs. Ils sont effectivement en état de compaction extrême, comme vous le voyez ici sur ce tableau-type, et en vérité, les deux chromosomes X sont totalement indistinguables à ce stade. Quand on parle de X actif, X inactif, eh bien, ça représente vraiment quelque chose je dirais qu'on aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Alors, ce que l'on sait depuis les travaux de Marie Lalande,
c'est que, en fait, au tout début du développement, eh bien, il n'y a pas de X actif, enfin, il n'y a pas de X inactif. En fait, les deux chromosomes sont dans un état équivalent, qu'on peut considérer comme d'ailleurs à peu près similaire à celui de tous les autres chromosomes. C'est la raison pour laquelle je les présente ici comme actif. Et en fait, l'apparition d'un chromosome inactif va se faire un petit peu plus tard au cours du développement, justement par inactivation donc de l'un de ces deux chromosomes. Alors, le moment exact auquel cette inactivation intervient varie selon les espèces. Vous pourrez le voir en détail tout à l'heure. Et ce qui est tout à fait remarquable et qui a prédit Marie Lyon, d'ailleurs avant que ce soit réellement démontré, eh bien, c'est que l'inactivation de l'un de ces deux chromosomes se fait de manière aléatoire. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cellules, c'est le X paternel, donc ici en bleu, qui va s'inactiver, donc qui va prendre cette forme d'hétérochromatique que je mentionnais tout à l'heure. Et puis dans d'autres cellules, c'est le X maternel. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce phénomène se produisant très tôt au cours du développement, eh bien, et affectant donc, des cellules qui sont encore en état de prolifération, eh bien, ces cellules vont pouvoir se diviser, et en fait, en se divisant, elles vont transmettre le chromosome qu'elles ont inactivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, si cette cellule ici a subi une activation de son chromosome paternel, eh bien, les cellules filles qu'elle va engendrer auront également ce chromosome paternel inactivé. Et puis, si c'est cellules avec le chromosome X maternel inactivé, elle transmettra ce chromosome inactivé à ces cellules filles. Donc, une fois établi, ce profil d'inactivation se transmet finalement ou fidèlement de division en division cellulaire. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que un organisme femelle chez le mammifère, c'est une mosaïque de cellules dont certaines présentent donc un X inactivé d'origine maternelle ou alors un X inactivé d'origine paternelle. Donc, tous les organes sont au sein de l'organisme ont cette organisation mosaïque, y compris les gonades, de sorte que dans les gonades, quand vont se différencier les cellules germinales, qui vont ensuite pouvoir s'engager dans l'ovogenèse, vous avez des cellules avec un X paternel inactif ou un X maternel inactif. Mais par contre, ce qui va se produire au moment de l'ovogenèse, c'est que le X inactivé, quel qu'il soit, va se réactiver. Et la conséquence sera que, bien finalement, au terme de l'ovogenèse, seront engendrées des gamètes qui possèdent toutes un X unique, puisqu'elles sont toutes diaploïdes, mais activées. Et vous voyez comment ensuite la boucle peut se refermer en repartant du stade initial que j'avais décrit tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour rappeler un petit peu le cadre général de ce phénomène de l'activation du chromosome X. C'est un phénomène absolument fascinant qui soulève plein de questions sur la fonction de cette inactivation, la manière dont elle se déclenche, la question du choix justement qui fait que soit l'un ou des deux chromosomes va être inactivé. Je n'irai pas plus dans ces détails parce que j'imagine que Pierre Bougel les abordera dans son exposé. Moi je voudrais simplement me focaliser sur un aspect de ce phénomène qui va justement m'amener à parler d'épigénétique. C'est le problème de la transmission donc, de ce X inactivé qui se manifeste à partir du moment où l'inactivation s'est faite donc dans les cellules qui vont en découler. Donc qu'est-ce qui assure la stabilité de la transmission du X inactivé pour des divisions cellulaires? Voilà en gros la problématique. Une cellule mère avec ses deux X, un X inactivé ici, donc très condensé, le X actif, donc avec des régions plus ou moins condensées, comme je l'ai expliqué. On est effectivement en interphase, et puis cette cellule, elle va se diviser, elle va engendrer deux cellules filles, dans laquelle, eh bien, le X inactivé sera le même que le sien. Alors j'ai ici, pour des raisons de simplification, représenté qu'une seule de ces cellules filles, mais voilà, la problématique est ainsi posée. Et finalement,
finalement, la réponse à la question de cette transmission pourrait paraître assez simple, sauf qu'entre les deux intervient une mitose. Et en mitose, qu'est-ce qui se passe? Là, je vous rappelle ce que je vous ai montré à l'instant, c'est que tous les chromosomes, en fait, subissent un compactage extrême qui les fait prendre cette forme que je vous rappelais tout à l'heure, de chromosomes mitotiques extrêmement compactés. Donc la question qui se pose pour la cellule, enfin, pour les cellules filles au sortir de la mitose, quelle va être? Elle va être être capable de distinguer parmi les deux chromosomes qui finalement en mitose sont indistinguables, lequel eh bien, va devoir être un nouveau inactif. Je rappelle que sur un karyotype, donc de chromosomes mitotiques, les deux cycles sont effectivement totalement indistinguables l'un de l'autre, et donc la question se pose de savoir comment la cellule, elle, va être capable de discriminer ces deux chromosomes. Donc une autre manière de formuler la question, c'est finalement de quelles informations la cellule dispose-t-elle pour pouvoir effectivement discriminer les deux chromosomes. Alors cette question, en fait, elle anime les chercheurs depuis le début des années 60, lorsque la théorie de Marie Lagrange a été proposée. Et en fait, très très vite, a été écartée l'idée que ces informations pouvaient être de nature génétique. Pourquoi? Parce que, eh bien, on l'a vu, chacun des deux chromosomes X peut être inactivé. Donc on conçoit assez mal comment, sur la base d'éléments de séquence inscrits dans l'ADN, eh bien, un coup, ces éléments distinctifs permettraient l'inactivation, un autre coup permettrait l'inactivation. Et puis en fait, qu'est-ce qui est apparu un peu plus tard? C'est que finalement chez des animaux de race pure, c'est-à-dire homozygotes sur tout leur gène, avec donc un génome parent d'origine paternelle, d'origine maternelle exactement identique, eh bien, le phénomène d'inactivation des chromosomes n'est absolument pas bouleversé, il se produit normalement. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la cellule exploite les informations pour procéder à l'inactivation ciblée de l'un des deux chromosomes au cours des divisions, forcément, c'est en exploitant des informations d'autres types. Évidemment, tout un ensemble d'hypothèses ont été proposées et finalement, l'hypothèse la plus séduisante qui finalement a émergé, c'est une hypothèse faisant intervenir une espèce d'étiquetage différentiel de ces deux chromosomes. Alors, je l'ai ici symbolisé sous la forme d'espèce de marque. Eh bien, vous voyez, accroché à l'un ou l'autre des deux chromosomes X. Alors, dans ce premier exemple, dans ce premier cas de figure, j'ai imaginé donc des étiquettes à effet inactivateur, donc déposées sur le chromosome X inactif. Alors, à quel moment exactement? Au moment d'inactivation peut-être un petit peu après, peu importe, mais par contre, le point important, c'est qu'une fois en place, ces marques soient capables d'être transmises au cours de la mitose, de manière à ce que, au sortir de celle-ci, la cellule ait les moyens de discriminer lequel des deux chromosomes elle aura effectivement à considérer l'inactivation. Alors, évidemment, en théorie, on peut tout à fait imaginer d'autres types de marques, des marques plutôt activatrices, qui soient déposées sur le chromosome actif, mais avec le même résultat. Et puis d'ailleurs, on peut également tout autant imaginer la coexistence des deux types de marques, mais dans chaque cas, qui, une fois qu'elles sont déposées sur les chromosomes, eh bien, soient transmises au cours de la mitose, et des mitoses d'ailleurs successives, de manière à procéder à cette transmission stable de l'inactivation. Alors, vous n'en serez pas surpris, évidemment, ces marques ont effectivement été identifiées et elles se sont révélées être de type, effectivement, du point de vue de leur essai fait, on a mis en évidence l'existence de marques inactivatrices, mais également activatrices, et on s'est rendu compte que ces marques, du point de vue de leur nature, pouvaient être de deux grands types différents, des groupements chimiques déposés sur l'ADN, accolés à l'ADN, et puis des marques chimiques, des groupements chimiques, eh bien, associés à des protéines majeures de la chromatine, donc, qui sont associées à l'ADN, et qui sont les histones. Voilà. Eh bien, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est?
Alors, au moins dans sa définition minimale, la définition moderne minimale, vous aurez, je pense, des précisions sur toute cette nomenclature et le champ exact de l'épigénétique dans la conférence de Laurent Loiseau tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est donc dans cette définition minimale actuelle de l'épigénétique? Eh bien, l'étude de précisément ces modifications chimiques et de l'ADN et des histones susceptibles ensuite de modifier l'expression des gènes. Alors, l'épigénétique pourrait apparaître comme une science assez anecdotique si elle se limitait à étudier la transmission des marques qu'on vient de voir la nature uniquement sur les deux chromosomiques. Je pense que vous en serez d'accord. En fait, ce qui fait tout l'intérêt, toute la puissance de l'épigénétique aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'existence de ces marques n'a pas été étendue non seulement sur les chromosomiques, mais en fait sur tous les chromosomes. Et en vérité, là, des marques à la fois activatrices, des marques inhibitrices ont été en fait mises en évidence sur l'ensemble des chromosomes, distribuées sur l'ensemble de leurs séquences. Alors je parle de séquences d'ADN, qui sont des marques qui sont associées à l'ADN, mais les histones ne sont pas directement des conflits liés. Et en fait, quelle est la fonction de ces marques? Eh bien, exactement comme pour l'activation du chromosomique. Eh bien, en fait, informer la cellule des régions qui seront à organiser sous forme de chromatine ouverte ou fermée, et de là déterminer quelles sont les régions susceptibles d'être transcrites ou au contraire d'être retirées. Voilà, donc ces marques jouent un rôle en fait extrêmement important chez les eucaryotes. C'est une spécificité des eucaryotes, parce qu'évidemment certaines d'entre elles sont attachées aux histones. D'ailleurs, il faut se souvenir que autant les modifications de l'ADN ne sont pas présentes chez tous les eucaryotes, autant les modifications des histones sont rencontrées chez tous les eucaryotes. Alors, ces marques, c'est ce qu'on va essayer de montrer dans un instant, tout à d'approfondir dans un instant, eh bien, elles sont le support d'une information qu'on va qualifier d'épigénétique. Pourquoi épigénétique? Parce que, eh bien, elle se surimpose à l'information génétique qui est inscrite, elle, dans la séquence de l'ADN. Et, encore une fois, la fonction majeure de ces informations, ça va être de structurer, en fait, les chromosomes dans l'espace nucléaire, de manière à définir quelles sont les régions susceptibles d'être transcrites, donc d'être ensuite activées sur le plan transcriptionnel, au contraire, les régions actives. Donc l'ensemble de ces marques forme ce qu'on appelle l'épigénome, qui vient donc doubler en quelque sorte l'information qui correspond à ce qu'on appelle les gènes. On vient de parler d'information épigénétique, on vient d'introduire l'information épigénique, qui vient doubler en quelque sorte l'information génétique qui vous est bien entendu familière, que vous enseignez, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. Je pense que c'est important de revenir sur ce concept d'information qui finalement unit les deux formes d'information génétique et épigénétique. Et il faut reconnaître que très souvent dans les dictionnaires de biologie, il n'y a pas grand-chose sur la notion d'information. Je trouve ça un peu dommage. Et je pense que c'est intéressant de revenir sur vraiment ce qu'on entend par information en biologie. Alors, j'ai pas mal cherché à m'en trouver une définition qui me satisfasse, parce que il faut reconnaître que pour les mathématiciens, les informaticiens, les notions d'information, on a des définitions très très précises. Pour les biologistes, il faut reconnaître que c'est un petit peu plus flou, ce qui n'est d'ailleurs pas plus mal non plus, parce que les biologistes ne sont pas enfermés dans une définition très, très stricte, et finalement une utilisation du terme d'information qui est avant tout métaphorique, mais malgré ça, je pense que c'est important d'essayer de réfléchir sur une définition. Et j'ai trouvé celle-ci, c'est une connaissance susceptible d'avoir un effet. J'aime bien cette définition, pourquoi? Parce qu'elle met bien l'accent sur les deux aspects d'une information, à savoir, d'un côté, qu'il s'agit de quelque chose d'immatériel, et d'un autre côté, quelque chose qui peut aboutir à un résultat qui lui est parfaitement tangible. Alors, on
va voir que c'est évidemment le cas pour l'information génétique, mais aussi l'information épigénétique. Alors, immatérielle, effectivement, cette information est immatérielle, mais par contre, elle peut être inscrite sur un support qui lui est matériel. Support physique, qui va être très important parce que c'est grâce à ce support que cette information va pouvoir être stockée, éventuellement donc, mémorisée sur un terme plus ou moins important, également transmise et même éventuellement modifiée. Le fait de ce passage par l'inscription sur un support fait que cette information va devoir être codée. Et puis ensuite, évidemment, pour aboutir à l'effet qu'elle est susceptible d'engendrer, cette information va devoir être décodée par une machinerie spécialisée. Alors évidemment, toutes ces idées appliquées à l'information génétique sont très familières. L'ADN, cette information génétique, qu'est-ce qu'elle fait globalement? Quel est l'effet qu'elle détermine? C'est la synthèse des protéines de l'organisme. Elle est inscrite sur un support physique qui est représenté par les acides nucléiques, ADN, ARN. Alors en fait, cette information, quand on regarde de plus près, elle se décompose en information élémentaire qu'on appelle les gènes. Chaque gène, justement, déterminant la séquence d'une protéine particulière. Maintenant, je ne caricature énormément parce que dans le détail, c'est maintenant des choses plus complexes, mais retenez évidemment ces généralités. Cette information, elle est héritable, alors à la fois à l'échelle cellulaire, au cours des divisions de ces cellules, et puis également d'individu en individu par le biais de la reproduction sexuée. Cette information elle est modifiable, et puis donc elle est décodable grâce au jeu d'une machinerie complexe qui utilise un code qu'on appelle le code génétique pour justement permettre la synthèse des protéines. Donc ça c'est un schéma de synthèse qui justement permet de résumer un petit peu tout ça. La molécule d'acide nucléique est le support d'information inscrit donc dans sa séquence de nucléotides. Et puis les acides aminés dont cette séquence va permettre l'assemblage ordonné donc, que vous avez là. Et puis la machinerie de décodage qui fait intervenir des facteurs de reconnaissance des séquences justement de l'acide nucléique qu'on appelle les ARN de transfert, et finalement le ribosome qui va être vraiment la machinerie de décodage proprement dit, qui permet finalement l'assemblage de ces phosphones. Alors, la question qu'on va essayer d'aborder maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'épigénétique? Est-ce qu'on peut utiliser cette grille de lecture pour essayer de formaliser un petit peu plus précisément tout ce que l'on vient d'aborder? Alors, du point de vue des supports, comme je l'ai expliqué à l'instant, donc cette information va effectivement être inscrite sur des supports. Alors, des supports qui sont de deux types, comme je l'ai dit. Cette information, en fait, elle va être inscrite sous la forme de groupements chimiques qui sont accolés pour certaines à l'ADN, pour d'autres aux histones. Alors, dans le cas des marques directement déposées sur l'ADN, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de méthylation, donc de groupement CH3, fixés sur certaines des bases de l'ADN, qui sont principalement des cytosines. Mais pas toutes les cytosines, essentiellement des cytosines placées dans un certain contexte de séquence, qui par exemple chez les vertébrés est le contexte CG. Chez les plantes, je pense que vous verrez tout à l'heure, le contexte de séquence dans lequel la méthylation des cytosines s'opère est un petit peu différent, mais voilà, ça démontre tout simplement la diversité des processus, mais ce qui est important, c'est seulement certaines cytosines dans un contexte particulier de séquence qui font la méthylation. Alors, il y a d'autres types de modifications des bases dans l'ADN qui ont pu être mises en évidence plus récemment. J'en reparlerai pas parce que leurs rôles ne sont pas forcément tout à fait visibles. Deuxième grand type de support, eh bien, donc, ce sont des groupements chimiques qui vont être, eux, mis en place sur ces histones. Alors, les histones, je rappelle, ce sont les composés principaux de ces structures qu'on appelle les nucléosomes, donc, qui sont
sont à la base de ce qu'on appelle la fibronucléosomie, qui est vraiment le constituant base de la chromatine, donc des chromosomes. Les modifications des histones, là, à la différence de celles touchant l'ADN, sont beaucoup plus diversifiées, puisqu'il peut s'agir également de groupements méthyl, mais aussi de groupements acétyl, phosphoryle, ubiquitine, et je pourrais décliner la liste comme ça encore longtemps. Les modifications des histones qui sont aujourd'hui repérées sont absolument considérables. Alors, maintenant, voyons à quel type d'effet, revenons sur la question des effets auxquels peut conduire cette information épigénétique, dont on voit qu'elle est inscrite sous la forme de ces marques, de ces groupements que je viens de rappeler la nature. Et en fait, deux types de marques ont effectivement été mises en évidence. Des marques à effet plutôt activateur, des marques à effet plutôt inhibiteur. Alors, les premières, je les appellerai plutôt répressives, parce qu'effectivement, elles sont associées, elles ont pour effet bien, de fermer la chromatine, de la conduire dans cet état extrêmement condensé, impropre à l'activité transcriptionnelle, par opposition à des marques que je vais appeler plutôt qu'activatrices, d'ailleurs permissives, parce qu'en fait, à elles seules, elles ne sont pas capables de déclencher la transcription des gènes, mais elles rendent possible cette transcription en donnant accès justement à l'ADN et à tous les facteurs qui vont être requis pour ce processus. Alors ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, en examinant précisément la nature des marques, il a pu être mis en évidence eh bien, un effet particulier de chacune de ces marques, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles qui ont pu être étudiées en détail. Alors ce qui est apparu, c'est que la méthylation de l'ADN, méthylation de l'ADN, a des effets avant tout répressifs. Alors, là encore, d'ailleurs, ce qui va apparaître dans le tableau sera extrêmement, extrêmement caricatural, parce que dans le détail, les choses peuvent être plus complexes, mais effectivement, lorsque la méthylation des gènes touche leur région de régulation particulière, donc ce qu'on appelle les séquences promotrices, eh bien, l'effet, c'est effectivement une répression de la transcription. Pour les histones, alors évidemment, vous avez une diversité d'effets qui peut être plus importante, parce que vous avez une diversité de marques également très importante. Alors, comment est-ce que vous pouvez lire ces informations? En fait, il existe 4 types d'histones, pardon. H3, c'est un des types d'histones qui existent. On a donc 2 autres, H4 également, HDB, H2A. Là, finalement, les exemples qui sont montrés concernent H3. Et vous voyez que K4, K9, K14, K27, ben, ça correspond en fait à différents résidus, donc différents acides aminés de ces histones. Donc ici a été adopté le code à 1000 lettres des acides aminés. Donc K, ça veut dire lysine, parce qu'il se trouve que la lysine, c'est un des acides aminés les plus fortement modifiables par ces phénomènes épigénétiques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire H3K4 ça désigne finalement la lysine en position 4 de l'histone H3, la lysine en position 9 de l'histone H3, etc., etc. Et donc, vous voyez que selon le type de modification qui va s'opérer sur ces acides aminés, il y a un effet pour être différent. Vous voyez que l'acétylation des histones, en général, a un effet activateur. La méthylation a des effets qui peuvent être très variables, soit activateurs, soit répresseurs. Et vous voyez qu'on peut aboutir à la construction de ce genre de tableau qui évoque peut-être pour vous quelque chose d'assez proche de ce qui permet de définir un code, à savoir qu'on a une espèce de système de correspondance qui assure le lien entre type de marque et type d'effet. Et effectivement, de ces résultats a été émise l'hypothèse d'un code, alors qu'on a d'abord appelé histone, et puis on peut finalement généraliser à épigénétique, puisque l'ADN peut être concerné, donc par rapport au code génétique. Alors, j'ai maintenu l'idée selon laquelle il s'agissait encore d'une hypothèse, parce que évidemment ce code est beaucoup moins clair que le code génétique, dans la mesure où en fait il existe sur les histones en particulier énormément d'acides aminés modifiables, et donc vous voyez que la combinaison de modifications qui sera à prendre en compte pour construire un tableau vraiment exhaustif dépasse l'entendement, et on est loin aujourd'hui de pouvoir être en mesure de remplir finalement toutes les cases possibles du tableau en question.
Voilà, c'est néanmoins une hypothèse évidemment très suffisante pour poursuivre l'analogie entre information génétique et épigénétique. Alors concernant le décodage de cette information épigénétique, la question va être donc comment les cellules sont capables d'interpréter ces marques pour déclencher l'effet qui va se manifester, comme je disais, au niveau de la chromatine. Donc comment est-ce que finalement cette information épigénétique est-elle traduite en un effet tangible? Et donc là, en fait, intervient, comme pour le décodage d'informations génétiques, une machinerie spécialisée. Alors en fait, très souvent les gens, enfin, je me suis rendu compte quand par exemple je sonde un peu les étudiants, sont persuadés que la marque en elle-même suffit à modifier les propriétés de la chromatine. Mais en réalité, dans la plupart des cas, ça peut se produire dans certains cas, mais très anecdotique. Dans la plupart des cas, les marques épigénétiques ont un effet indirect qui passe donc par toute une machinerie qui va être capable d'une part de reconnaître celle-ci et ensuite par le recrutement de protéines spécialisées aboutir à l'effet qui va être donc des modifications de l'état de la chromatine plus ou moins condensées et donc plus ou moins aptes à permettre ensuite l'expression des gènes derrière. Alors ces marques, comment sont-elles mises en place? Comment éventuellement sont-elles retirées? Eh bien par des enzymes spécialisées, des enzymes donc, qui sont capables, par exemple ici, vous voyez l'ADN méthyltransférase, va méthyler l'ADN au niveau de ces fameux cytosines dont je parlais en contexte CG, des enzymes vont être capables d'acétyler les histones, de les méthyler éventuellement, et donc, de manière tout à fait intéressante, eh bien, les enzymes capables de réaliser les réactions inverses ont également été mises en évidence, de telle manière que ces marques peuvent être apposées et également effacées. Alors, je n'ai pas voulu rentrer dans des détails trop techniques dans cet exposé. Je n'ai pas résisté néanmoins à vous montrer la complexité des problèmes. Voilà, ici a été représenté, vous avez ici donc, les histones d'un nucléosome. Ici, sur cette figure, le cas de l'histonnage 3 a été mis en relief. Vous avez ici donc une représentation de tous les acides aminés qui sont potentiellement modifiables, c'est-à-dire susceptibles d'être additionnés d'un complément chimique particulier qui peut jouer un rôle d'information épigénétique. Et vous voyez qu'à hauteur de chaque résidu modifiable, vous avez la liste des enzymes qui aujourd'hui sont connues pour pouvoir réaliser ces modifications, soit dans un sens, en les mettant en place, soit dans l'autre, en les retirant. Donc vous voyez la complexité des phénomènes, et vous voyez pourquoi la notion de code épigénétique n'est pas si simple à pouvoir imaginer. Alors, on va poursuivre l'examen des propriétés de cette information épigénétique. On va voir ses supports, sa traduction. J'utilise le terme de traduction entre guillemets, mais vous voyez qu'il y a une analogie très forte avec la traduction de l'information génétique. L'existence hypothétique de ce code épigénétique, la problématique de la mise en place et du retrait de ces marques. On va maintenant parler de transmission et de modification. Alors, problème de la transmission, je l'ai abordé en fait un petit peu tout à l'heure en parlant d'une activation du chromosome. En fait, ce que l'on a vu, c'est qu'effectivement, ces marques, je représente de cette manière, je vais mettre la même symbolisation. Alors là, de quoi peut-il s'agir? Un chromosome, un élément d'un chromosome, peu importe, l'ensemble des chromosomes, pourquoi pas, l'ensemble du génome, pourquoi pas. Donc peu importe. L'important, c'est que donc, ces marques sont susceptibles d'être transmises de cellule fille. J'avais admis tout à l'heure que le schéma que je vous avais présenté était très simplifié, évidemment, puisque j'avais représenté une seule cellule fille sur les deux susceptibles d'être produites par la cellule mère, donc je le fais. Sauf que si je le fais, je suis obligé évidemment d'envisager que avant cette mitose, l'information génétique ait été dupliquée préalablement. D'accord? Évidemment, ça pose une question de savoir ce qui va advenir des marques portées par le chromosome avant duplication de l'information génétique.
Et en fait, ce qui a pu être démontré, c'est que ces marques sont elles-mêmes dupliquées. Les marques épigénétiques sont aussi dupliquées parallèlement à la duplication de l'information génétique. Par quel mécanisme? Ils sont par exemple très bien compris dans le cadre de la méthylation de l'ADN, avec des enzymes qu'on appelle des méthylases de maintenance, dont les propriétés sont très bien connues. Dans le cas des histones, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'en fait, c'est associé à la problématique de la duplication justement des nucléosomes lors de la phase S. C'est quelque chose de compliqué, mais on sait que cette duplication se fait. Alors, cette transmission, elle est très importante. Justement, on l'a vu avec l'exemple de l'inactivation du chromosome X. Elle va permettre de maintenir des marques épigénétiques, alors par exemple ici régressives, sur un grand nombre de cycles cellulaires, donc de division, de manière extrêmement stable. Ça a été donc montré, pour l'inactivation du chromosome X, je l'ai illustré précédemment. Ça a été également démontré pour un autre phénomène qui est vraiment très proche, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'empreinte parentale. On a le même type de mécanisme. Également pour la répression des éléments transposables, vous savez, c'est les transposons qui sont très nombreux à travers le génome. Et la mise en place de telles marques précises est un mécanisme extrêmement important pour en fait bloquer l'expansion de ces transposons. Donc en fait, cette transmission, elle est fidèle, et on le voit au cours des divisions, et on voit toute l'importance fonctionnelle que ça peut avoir dans un certain nombre de circonstances. Par contre, à la grande différence de l'information génétique, ces modifications, et pour l'information génétique, on vient de dire dans un instant, ces informations sont réversibles. C'est-à-dire qu'elles peuvent être mises en place, on l'a vu justement pour l'inactivation du chromosome, mais elles peuvent être aussi effacées. Et c'est particulièrement important pour l'inactivation du chromosome X, au moment de l'ovogénèse dont j'ai parlé, pour en fait effacer justement les marques qui ont été mises en place et finalement remettre les compteurs en quelque sorte à zéro. On observe exactement la même chose pour les gènes soumis en empreinte parentale. Donc ça c'est quelque chose qui n'a donc pas d'équivalent pour l'information génétique qui peut être modifiée, mais en fait la réversion des mutations c'est quelque chose d'extrêmement improbable qui se produit à des fréquences tellement faibles qu'elles peuvent être négligées, en tout cas à court terme. Et donc vous voyez, on a quelque chose de ce point de vue-là très différent pour l'information épigénétique. Alors pourquoi c'est important? C'est en particulier important dans le cadre du développement, parce qu'en fait, justement, ce phénomène de modification du marquage épigénétique du génome va jouer un rôle absolument fondamental, notamment dans la différenciation cellulaire. Qu'est-ce qu'on observe dans le cadre de la différenciation cellulaire? Eh bien, en fait, des modifications de marque. Vous voyez par exemple ici une marque activatrice venant se substituer à une marque inhibitrice, et puis qui va pouvoir se maintenir dans le temps et être cumulée avec de nouvelles modifications qui vont conduire en fait, qui vont pouvoir conduire à l'expression spécifique de gènes particuliers dans un type cellulaire particulier. Donc là, vous voyez que deux points sont importants à prendre en compte dans ce phénomène. D'une part, les modifications, effectivement, mais la possibilité que celles-ci soient maintenues dans le temps au cours des divisions, de manière à, effectivement, faire en sorte que, à chaque fois qu'une modification a lieu, eh bien, elle puisse être stabilisée et donc permettre le maintien de l'identité de la cellule au cours du processus développemental. Ces modifications, là aussi c'est des originalités de l'information épigénétique, c'est qu'elles peuvent survenir en réponse à des modifications du milieu, de l'environnement. On a pu mettre en évidence de manière très nette que eh bien, des modifications de l'environnement, par exemple des modifications très aiguës comme des stress physiologiques, psychologiques, eh bien, peuvent conduire à un changement du marquage épigénétique des chromosomes, et donc s'accompagnant de l'activation ou au contraire de la répression de gènes particuliers. Et ce qui est important là encore, c'est que la modification peut apparaître à la suite
des modifications du milieu, mais également se maintenir dans les cellules après que le stress est éventuellement cessé. Donc vous avez une espèce de mémorisation possible de l'événement initial qui a conduit au changement de marquage épigénétique, même après que le stress en question ait disparu. J'ai presque fini, j'ai encore 2 diapos. Alors, la première diapo, elle est justement pour prendre un tout petit peu de recul et réfléchir sur les différences qu'on peut faire entre information génétique et épigénétique par rapport justement aux modifications qu'elles peuvent subir. En fait, on a vu, vous savez, les mutations sont des phénomènes essentiellement irréversibles, parce qu'on a vu les taux de mutation réverse sont extrêmement faibles, et qui surviennent de manière essentiellement aléatoire. Alors je sais que cette notion doit être un tout petit peu tempérée parce que les cellules ont quand même la possibilité de moduler le taux de survenue des mutations, par exemple en exprimant des ADN polymérases plus ou moins fidèles, par exemple en activant des systèmes de réparation d'ADN plus ou moins efficaces. Et puis par ailleurs, on sait que toutes les régions du génome n'ont pas la même probabilité à muter. On peut distinguer des points chauds de mutation et puis des régions moins propices à subir des mutations. Néanmoins, les mutations surviennent dans des conditions telles que la cellule, en fait, les subit plus qu'autre chose. Elle n'est pas capable de décider de l'endroit du moment où elle subira ces mutations surviendront. Dans le cas de l'information épigénétique, les choses sont quand même très différentes dans la mesure où, on l'a vu au cours du développement, en fait, les cellules ont la capacité à cibler les modifications telles que l'information épigénétique, donc le marquage par ces différentes modifications, à la fois au cours du développement, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, suivant les types de cellules qui vont être issues de la différenciation cellulaire, ce ne sont pas les mêmes gènes qui seront activés. Et puis également au cours du développement, on sait que souvent, tel stress engendre des modifications dans l'expression de gènes qui sont bien spécifiques. Je prends par exemple l'exemple du stress nutritionnel. Qu'est-ce qu'on constate? Que les gènes dont l'expression va être affectée par justement le marquage épigénétique sont souvent des gènes impliqués dans le métabolisme. Idem pour des chocs traumatiques où on voit des gènes impliqués dans le stress qui sont séparés. Donc ça veut dire, alors de quelle manière on n'en sait rien, mais ça veut dire clairement qu'il y a une possibilité de ciblage de la machinerie de modification épigénétique de la cellule. Et donc évidemment, toute la question sera déjà de détecter ces mécanismes qui permettent de guider effectivement toutes les enzymes de la machinerie épigénétique. Et le dernier point, évidemment, que alors je vais simplement me contenter de le citer, je sais qu'il sera abordé un petit peu plus tard dans la journée. C'est donc des questions, je pense, qui vous animent tous et toutes. Est-ce que cette information épigénétique, dont on a vu qu'elle peut se transmettre de génération en génération cellulaire par les méthodes, est-ce qu'elle peut être transmise également de manière transgénérationnelle, c'est-à-dire passer à travers les gamètes pour affecter la génération suivante? Eh bien, je laisse le point d'interrogation ici, et je laisse les vrais spécialistes aborder la question dans leur présentation. Voilà, je vous remercie de votre attention.